Il n'y a pas d'amitié avec ces gens. On ne devrait pas avoir l'amitié avec, de complicité avec eux, parce qu'ils doivent être hauts. Ils doivent être au-dessus de nous, en fait, comme la loi incarnée. Mais quand on voit l'environnement général dans lequel nous vivons, lorsqu'on voit des gens qui sont occupés à faire des partouzes, quand on voit des gens qui sont occupés à faire des kidnappings, quand on voit des gens, le développement sidérant de la prostitution dans nos villes et du grand bandit, même dans les petites villes. Quand j'arrive à Obala, je vois les prostituées placées là. C'était inconcevable il y a quelques années. Quand on voit la ruée des adolescents vers les stupéfiants, le whisky en sachet, ou des enseignants dans nos villages là, les maîtres vont à l'école, ils prennent d'abord du whisky, et parfois les élèves même ils boivent, ils prennent ça avec eux. Quand on voit la cooptation forcée des enfants dans les sectes, quand on voit toute cette jeunesse qui est dans cet environnement nicotinique, pornographique, psychotique, narcotique, on est désemparé. Que faire? Vous voyez, ce que vous voyez là, ça interpelle non seulement nos forces de maintien de l'ordre et nos forces de sécurité en général, et même les forces de défense, mais ça interpelle aussi nous-mêmes en tant que citoyens. Ces images ne doivent pas seulement être le reflet de ce que nous sommes. Non, nous ne sommes pas comme ça. Il faut que chacun de nous se dise qu'on est passé sauvage. À quoi va nous réduire ce gouvernement? Parce que là, vous allez seulement vous en prendre soit aux policiers, parce que les gens veulent régler les comptes aux policiers, parce qu'ils ont ce souvenir du raquettage, du vol, du pillage, ou bien de la torture qu'il a subie dans un commissariat, ou bien dans une gendarmerie. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait aller au-delà. Et d'autres vont aussi s'acharner sur le chauffeur. Voilà un type qu'on doit bâillonner, qu'on doit torturer. Mais ce n'est pas ça. Dans un état normal, dans un état qui a donné un minimum, comme sur les palais de partage. On ne peut pas pardonner à ce régime, je l'ai dit la dernière fois, s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance des souffrances et de la responsabilité dans ce que nous vivons. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent lorsqu'ils sont à bout? Qu'est-ce que vous voulez qu'un taximan fasse lorsqu'il sait que dans sa poche, il n'a même rien? Il vient de carburer, il vient de marcher, il devient un monstre. Voilà les monstres qu'on a créés. Dans le dernier jour d'un condamné, Hugo explique aux gens, vous allez condamner ce type, mais quelle est votre responsabilité dans ce qu'il est devenu? Vous voyez, le policier même, il ne se rend pas compte qu'il a en face de lui une brute. Non, nous sommes dans une situation où, et c'est ce qu'on reproche à ce régime, l'inversion des valeurs, l'inversion des considérations a atteint un niveau où on ne sait plus qui est même responsable de quoi, qui est responsable, qui est coupable. Et ce n'est pas tout. Vous avez tout à l'heure, vous avez vu les images de l'armée qui intervient au BI pour sauver le gouverneur. Mais si on voulait le liquider, on allait le liquider. Mais le peuple, ils viennent là avec le BI, mais ils pouvaient arriver en retard. Mais c'est un message. Oh, ces gens leur envoient un message. Et comme ils sont autistes, comme le disait Richard, ils sont autistes, ils ne comprennent pas. En fait, l'armée, et je le dis tout à l'heure, je vais insister dans cet aspect-là. Si vous me donnez un peu de temps. Peut-être vous allez revenir. Je vais revenir sur ça. Vous allez revenir. Mais je signale déjà. Pour que vous ne preniez pas plus de temps que le maire. Mais je signale déjà. Jean-Baptiste Atemengue, parce qu'on vous a suffisamment donné. Oui, là je vais juste signaler aux téléspectateurs. Je vais revenir sur l'élément de l'armée. Pour dire pourquoi je critique l'armée, le principe de ma critique. Et quels sont les éléments, deuxième point que je vais développer, quels sont les éléments de ma critique? Qu'est-ce que je leur reproche? Et troisièmement, le plus important, quelles sont les misères et le mérite de cette armée? Ok, d'accord. Au Cameroun, le mercure est monté depuis trop longtemps. Je suis même persuadé que le thermomètre ne marche plus. Parce qu'il est constant que lorsque le mercure est trop monté, un thermomètre qui fonctionne normalement, sous la pression du mercure, il explose. Un thermomètre qui reste éternellement avec une température élevée est un thermomètre qui est dysfonctionnel.
La situation du Cameroun est une situation extrêmement délétère. Et c'est pour ça que moi, le débat sur l'élection présidentielle, en réalité, c'est un débat auquel je participe par civilité et par correction. C'est un débat qui me semble inutile. D'abord parce que quelle que soit la configuration, le RDPC va gagner. Et ce n'est pas faire injure au mérite des forces de l'opposition. Dans la configuration actuelle, il est quasiment impossible de gagner le RDPC. Parce que même si vous gagnez, on va déclarer que le candidat du RDPC a gagné. Et vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas le contrôle de l'ECAM, vous n'avez pas le contrôle du Conseil constitutionnel où on va déclarer que tous les recours de l'opposition sont irrecevables. Donc, quel que soit le schéma, vous ne pouvez pas gagner. Et donc, pour moi, le débat sur l'élection présidentielle est un débat vraiment qui me semble secondaire. Parce que je pense que le tout n'est pas de gagner. Qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir qu'on a obtenu? Quand on a gagné et qu'on a eu un mandat, qu'est-ce qu'on fait du mandat qu'on a obtenu? Le Cameroun est aujourd'hui gouverné par l'une des plus vieilles autocraties de l'histoire de l'humanité. Tout à l'heure, on parlera des questions relatives à la jeunesse. On va discuter de la jeunesse avec des gens qui ont, avec des septuagénaires, des octogénaires et des nanogénaires qui discutent des questions des jeunes. Ce qui est déjà l'un des paradoxes et qui, du point de vue même de l'image, choque qu'on vous dise que c'est des gens, des octogénaires qui discutent de l'avenir de leurs enfants. C'est un pouvoir extrêmement vieux, fatigué, qui, depuis pratiquement 10 ans, est dans l'incapacité à résoudre les problèmes des Camerounais. Ce n'est pas simplement la question des jeunes, même effectivement les jeunes sont au cœur de la préoccupation, des préoccupations de ce pays. Mais c'est un gouvernement qui n'a pas de solution. Dans tous les secteurs donnés qui ont échoué. Dans le secteur de la santé, ça a échoué. Dans le secteur de la salubrité publique, le Yaoundé est une poubelle géante, ça a échoué. Dans le domaine de l'économie, ça a échoué. La pauvreté, l'exclusion, le nombre de Camerounais qui marchent seuls en parlant dans la rue a explosé ces 10 dernières années. Un gouvernement qui n'a pas de solution. Et de façon objective, le climat il va monter. Parce que pourquoi est-ce que le climat monte? Le climat monte parce que le nombre de Camerounais qui sont défavorisés, le nombre de Camerounais qui sont déclassés, qui tombent dans la grande pauvreté, chaque jour ne fait que s'augmenter. Vous avez donc un gouvernement d'un côté qui est dans l'incapacité à résoudre les problèmes des Camerounais, et vous avez des Camerounais qui sont dans un environnement où il y a d'opportunités à réussir seul. Lorsqu'un Camerounais a trouvé une niche, une opportunité pour s'auto-construire, qu'est-ce qu'il subit? C'est la pression fiscale. Parce que lorsqu'un gouvernement est improductif, il est dans l'incapacité de dynamiser le secteur public, à créer des opportunités pour que les opérateurs économiques créent de la richesse. Et que sa seule solution pour réussir à renflouer les caisses, c'est la pression fiscale. Ça a des conséquences sur non seulement les entreprises qui sont dans l'incapacité de produire et être compétitives, mais aussi sur les simples citoyens qui ne trouvent plus de simples activités pour s'en sortir. Vous avez donc une malgouvernance chronique. Le nombre de détournements n'a jamais augmenté comme ces dernières années. On avait, pendant un moment donné, espéré que la lutte contre la corruption qui avait été lancée allait porter des fruits. On a arrêté quelques malchanceux. Mais le plus grand nombre de voleurs est toujours en poste, sans qu'il y ait des actions pour les attaquer. Les détournements de deniers publics, la corruption a gangréné l'ensemble du système, la malgouvernance est chronique, et même des choses élémentaires lorsqu'on conduit des politiques publiques, comme les instances de médiation, des espaces de discussion n'existent plus. Parce que comment vous pouvez imaginer que dans un contexte où on dit qu'il y a décentralisation, et on a la chance qu'on a un maire qui est plutôt quelqu'un de très libre, malgré le fait qu'il soit du RDPC, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense avec une certaine indépendance qui, je suis sûr, lui cause tous les problèmes du monde. Dans un système où on dit qu'il y a de la décentralisation, vous ne prenez pas un type de mesure comme celle qui a été prise dans le Nord, vous décidez par décret un matin que vous allez créer un parc quelque part. Est-ce qu'il y a eu des concertations avec les élus locaux? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre les élus locaux et les populations sur les sites desquels on va créer le parc? Ce sont des espaces où des populations tirent l'essentiel de leurs ressources, que ce soit des ressources
alimentaire, parce qu'ils cultivent là, c'est l'endroit aussi où ils élèvent le bétail, c'est l'endroit en fait duquel ils dépendent leur subsistance au quotidien. Mais 2 ou 3 fonctionnaires, ça c'est à Yaoundé, décident comme ça, du pif un matin, décident de signer un décret qui crée un parc dans un espace dans lequel il n'y a pas eu de concertation. Mais c'est de la provocation, c'est jeter de l'huile sur le feu. Et quand vous écoutez le jeune compatriote qui s'exprime, mais avec désespérance, qui dit que bon, comme nous, on n'a pas possibilité d'avoir accès à la fonction publique, puisqu'elle appartient à une aristocratie de parvenus, qui a pris au contrôle l'ensemble des ressources de l'État, les monopoles, les licences, les avantages et les privilèges, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? On s'est replié au village pour faire de l'agriculture. Sur le champ, on ne peut plus faire de l'agriculture parce qu'un fonctionnaire a décidé de signer un décret qui crée un parc sur un espace donné. Il nous reste quoi? Déportez-nous donc dans un pays où on pourra nous accepter. Quand vous entendez un jeune de cet âge s'exprimer de cette façon, avec une telle désespérance, ça devrait vous inquiéter. Mais on est en face d'un pouvoir qui est sourd. Un pouvoir qui est inscrit dans une malgouvernance chronique depuis une dizaine d'années, qui ne sait plus que les politiques publiques. Une politique publique, c'est non seulement une vision, mais c'est aussi des règles, des institutions, des acteurs qui opèrent dans un espace donné. Et le cœur de fonctionnement des politiques publiques aujourd'hui, c'est la coproduction des politiques publiques, c'est la coproduction du sens et des solutions. Si vous n'êtes pas dans une logique de participation, d'intégration des bénéficiaires à la discussion des projets qui les concernent, mais vous faites en réalité une politique qui est totalement désincarnée. Et ça ne peut que créer des frustrations. Face donc à un pouvoir qui est autiste, des crises comme celle-ci vont se multiplier. Parce qu'on a vu là dans le Nord, ou bien ce qui se vit en Coteng, où on a des ministères de tutelle, des sectoriels, qui ne peuvent pas rappeler à l'ordre une direction générale qui gère au pif et à la petite semaine des choses aussi sensibles. Quand on a donc un pouvoir comme ça qui est totalement aux abonnés absents, les crises comme celle-ci vont se multiplier. Alors, Soulé, c'est une somme de plusieurs frustrations ou d'un mal-être dû à une mauvaise gouvernance qui est à l'origine de tout cela. Quand vous avez dit ça, on peut conclure le débat. Parce que vous avez indiqué exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes, j'appelle ça le puits des différents abcès, n'est-ce pas, qui sont dans qui caractérisent la mauvaise gouvernance. Et du coup, on a atteint la saturation. On a atteint une saturation telle que la mal-vie, telle que les frustrations, comme vous le dites, parce que vous avez indiqué quelques crises qui exaspèrent, qui exacerbent les mécontentements. Je ne sais pas, vous avez été modeste parce que vous n'avez pas mis INEO, vous n'avez pas mis les problèmes fonciers, parce qu'une guerre aujourd'hui peut être causée par, n'est-ce pas, les problèmes fonciers. Vous n'avez pas mis les problèmes d'eau et bien d'autres. C'est pour ça que, quand le maire parlait tout à l'heure, je me demandais d'où tire-t-il ce triomphalisme pour dire que le RDPC a le leader charismatique. J'ai indiqué dans ma prise de parole que le président Biya est devenu un appareil. En réalité, il ne se bat plus. Ce sont les forces satellitaires qui se battent pour lui. Ils ne se battent plus pour lui en tant que tel, mais ils se battent parce que tant qu'il est là, ça les arrange. Là, ils sont là. Quand la sortie de Gouette, c'est quoi? C'est pour montrer, il a peur. Il montre que la peur a changé de camp. Ce n'est plus au niveau de l'opposition. Si, n'est-ce pas, si peut-être vous savez, dans tous les pays du monde, le jour où le peuple veut le changement, il l'a. Vous avez vu avec le printemps arabe en Tunisie, il a suffi qu'un type s'immole et puis ça a renversé la situation. Donc si le peuple dynamique et motivé s'inscrit massivement sur les listes électorales, n'est-ce pas, va aux urnes, contrôle, supervise, mais on battra M. Biya à plate couture. Moi, je pense que pour aider M. le maire, il faut que le RDPC trouve un autre leader charismatique dans ses rangs. Et ils en ont plusieurs. M. Biya est fatigué. Il y a des gens qui conspirent à l'épuiser au pouvoir.
Ils savent, n'est-ce pas, qu'il n'est plus capable de diriger le pays. Combien de fois il rencontre son premier ministre? Combien vous avez entendu le président de la République recevoir en audience un seul de ses ministres? Non. Mais il sait que les gens qui protègent leurs propres intérêts veulent le légitimer là, parce qu'en réalité, Bouba, chaque Camerounais sait que tout ce qui invite à voter Pierre Biya, n'est-ce pas, ont quelque part des choses, des lignes de crédit, des choses qui gèrent. Du coup, ils repoussent, ils renvoient au lointain, n'est-ce pas, à la bataille qui s'annonce sanglante autour de la dépouille. Il faut vraiment retenir ça. Parce que tous qui sont là, donnez encore à M. Biya 7 ans, 14 ou 21 ans, n'est-ce pas, il finira par quitter le pouvoir. Je voulais que ça soit dit comme ça. Maintenant, quand vous remarquez que les gens ont les descentes, ou bien alors les frustrations en côté, ou bien comment vous voulez expliquer que les ouvriers qui font la plus grosse besogne, le plus gros travail dans les coupes de canne à sucre ont 55 000 francs de salaire? Vous faites quoi avec 55 000? Ils revendiquent des conditions de travail assez nobles. Quand vous avez 55 000 de salaire, et quand ils sont... 55 000 pour certains et 70 000 pour d'autres. Peu importe. Donc c'est aussi... Même si on donne 100 000. Dans l'un ou l'autre cas... C'est juste pour les situer, parce que quand il dit 55 000, c'est comme si c'est tout le monde. Il faut dire qu'il y a bel et bien 55 000 et puis il y a 70 000. Bouba, la question n'est pas là. Donnez même 150 000. Mais ce que je voulais démontrer, c'est que c'est eux qui se tapent le gros du boulot et ils sont traités, n'est-ce pas, comme des esclaves. Quand vous donnez 55, 57 000, ils ont ajouté 1000 francs. Quelle cruauté pour des gens qui sont dans la survie. Vous donnez 57 000, c'est pour faire quoi? Après les avoir balancé du gaz lacrymogène. N'est-ce pas? Pendant ce temps, l'auto-management, c'est du sucre de la canne à sucre. Vous comprenez? Parce qu'ils ont des salaires mirobolants. Permettez. Mais qui a peut-être raison. Hein. Non, c'est cette figure de style qui me fait un peu sourire. L'auto-management qui se sucre du sucre de la canne à sucre. Oui. Vous n'avez pas m'empêcher calmement de merci beaucoup. Non, je croyais que vous voulez me prendre la parole pour donner au maire. Parce que c'est votre invité prestige qui a droit à tout. Permettez-moi de continuer pour dire... Terminez cette fois-ci. Oui. Terminez cette fois-ci. J'ai suivi aujourd'hui à la radio Royal FM une émission, n'est-ce pas, où des pasteurs étaient en train de faire de la doctrine. L'émission se suit sur la liberté. Où ils ont convoqué, j'ai dit que je pouvais parler de ça, ils ont convoqué, n'est-ce pas, l'épisode du Christ avec Zachée. Zachée est allé à la rencontre du Christ. Ayant vu comment son peuple misérait, il a dit, je vends la moitié de ce que j'ai pour donner aux pauvres. Parce que le débat est là. Nous sommes dans un système où l'appauvrissement est d'une croissance incroyable. Des gens pillent la fortune publique, ils utilisent cette fortune et narguent le peuple. Bon, jusqu'à maintenant, ils ont beau jouer un beau rôle de savoir que cachés dans leur bunker, cachés dans leur gratte-ciel, enterrant l'argent dans les valises, dans des caveaux familiaux ou bien dans les plantations, n'est-ce pas, rien ne va leur arriver, mais faisons très attention. Alors, je voudrais demander, pendant que vous donnez la parole à Fridolin, il faut appeler le partage. Ceux qui ont pillé la fortune publique, pour éviter tout cela, il faut partager. Comment pouvez-vous regarder tous les secteurs, tous les autres secteurs d'activité vivent mal. Chez nous, à la communication, on n'a rien. Vous allez chez les enseignants, ils n'ont rien. Mais il y a des gens qui ont amassé, qui ont pillé, qui narguent la crise. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un... Bon, peut-être qu'ils fuiront comme vous. Ok, d'accord. Bon, je voudrais, avec l'aide de la réalisation, interroger maintenant le philosophe Fridolin Ké. Est-ce que le réalisateur va nous envoyer cette image où on voit
un chauffeur, un taximan qui amène un policier carrément qui est sur un capot. Et il ne veut pas s'arrêter malgré les injonctions du policier. Il l'amène quand même sur près de 100 mètres. Ça se passe, cette image c'est bien sûr dans la ville de Yaoundé. N'eût été l'intervention de certains de ses collègues, des collègues bien de ce policier qui sont arrivés à la rescousse pour immobiliser, permettre à ce taximan, finalement on a ça en image, ces gendarmes qui arrivent pour finalement demander à ce policier. On a une autre image encore la semaine dernière du côté de l'Est Cameroun, à Bertois, où carrément un militaire a décidé de se déshabiller, disant que lui, il abandonne l'honneur et fidélité. On a d'autres images encore où les gendarmes sont parfois bastonnés par la population. Est-ce que c'est un problème d'incivisme ou alors c'est un problème de ras-le-bol des populations? La question à laquelle vous m'amenez à répondre, c'est celle que je vais formuler en ces termes. Et je ne sais pas à qui je peux poser la question. Le malheur est-il devenu notre destin? Le malheur? Le malheur est-il devenu notre destin? En fait, je ne sais pas à qui poser la question, mais comme j'ai le RDPC en face de moi, je voudrais quand même demander à M. Atitamangue et à ces gens, le malheur est-il devenu notre destin? Il va répondre quand après. Vous voyez ça, n'allez pas accuser le Seigneur, n'allez pas accuser Dieu. Parce que, comme je suis un enseignant, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit ». Il s'appelle Yasmina Kadra. Il dit ceci. Et ça va répondre à cette question-là. Là où sévissent les hommes, le Seigneur est disqualifié. Ce n'est pas juste de l'accabler des méfaits que nous sommes les seuls à rendre possible. Je répète aux élèves et étudiants qui sont là et aux gens du RDPC qui sont là et à nous tous. Le malheur est notre destin. Là où sévissent les hommes, le Seigneur est disqualifié. Ce n'est pas juste de l'accabler des méfaits que nous sommes les seuls à rendre possible. L'image que nous avons vue là et qui a attiré mon attention, l'image, bon, je ne rentre pas dans les expériences personnelles de la police où des policiers sont fatigués de racketter et de commencer à donner des coups de poing à ceux qui ne veulent pas les corrompre. C'est des effets qui sont secondaires. Le principe, c'est que, et c'est ça que je dis souvent à mes frères au village, un policier c'est la loi, un gendarme en principe c'est la loi, un juge c'est la loi, un militaire c'est la loi. Il ne peut pas être ton ami. Si tu as un ami policier, gendarme, militaire, considère que ce n'est pas ton ami parce que c'est le représentant de la loi. Il n'y a pas d'amitié avec ces gens. On ne devrait pas avoir l'amitié avec, de complicité avec eux, parce qu'ils doivent être hauts. Ils doivent être au-dessus de nous, en fait, comme la loi incarnée. Mais quand on voit l'environnement général dans lequel nous vivons, lorsqu'on voit des gens qui sont occupés à faire des partouzes, quand on voit des gens qui sont occupés à faire des kidnappings, quand on voit des gens, le développement sidérant de la prostitution dans nos villes et du grand bandit, même dans les petites villes. Quand j'arrive à Obala, je vois les prostituées placées là. C'était inconcevable il y a quelques années. Quand on voit la ruée des adolescents vers les stupéfiants, le whisky en sachet, ou des enseignants, dans nos villages là, les maîtres vont à l'école, ils prennent d'abord du whisky, et parfois les élèves même, ils boivent avec, ils prennent ça avec eux. Quand on voit la cooptation forcée des enfants dans les sectes, quand on voit toute cette jeunesse qui est dans cet environnement nicotinique, pornographique, psychotique, narcotique, on est désemparé. Que faire? Vous voyez, ce que vous voyez là, ça interpelle non seulement nos forces de maintien de l'ordre et nos forces de sécurité en général, et même les forces de défense, mais ça interpelle aussi nous-mêmes en tant que citoyens. Ces images ne doivent pas seulement être le reflet de ce que nous sommes. Non, nous ne sommes pas comme ça. Il faut que chacun de nous se dise qu'on est passé sauvage.
à quoi va nous réduire ce gouvernement. Parce que là, vous allez seulement vous en prendre soit aux policiers, parce que les gens veulent régler les comptes parce qu'ils ont ce souvenir du raquettage, du vol, du pillage, ou bien de la torture qu'il a subie dans un commissariat, ou bien dans une gendarmerie. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait aller au-delà. Et d'autres vont aussi s'acharner sur le chauffeur. Voilà un type qu'on doit bâtonner, qu'on doit torturer. Mais ce n'est pas ça. Dans un état normal, dans un état qui a donné un minimum, comme sur les palais de partage. On ne peut pas pardonner à ce régime, je l'ai dit la dernière fois, s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance des souffrances et de la responsabilité dans ce que nous vivons. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent lorsqu'ils sont à bout? Qu'est-ce que vous voulez qu'un taximan fasse lorsqu'il sait que dans sa poche, il n'a même rien? Il vient de carburer, il vient de marcher, il devient un monstre. Voilà les monstres qu'on a créés. Dans le dernier jour d'un condamné, Hugo explique aux gens, vous allez condamner ce type, mais quelle est votre responsabilité dans ce qu'il est devenu? Vous voyez, le policier même, il ne se rend pas compte qu'il a en face de lui une brute. Non, nous sommes dans une situation où, et c'est ce qu'on reproche à ce régime, l'inversion des valeurs, l'inversion des considérations a atteint un niveau où on ne sait plus qui est même responsable de quoi, qui est responsable, qui est coupable. Et ce n'est pas tout. Vous avez tout à l'heure, vous avez vu les images de l'armée qui intervient au BI pour sauver le gouverneur. Mais si on voulait le liquider, on allait le liquider. Mais le peuple, ils viennent là avec le BI, mais ils pouvaient arriver en retard. Mais c'est un message. Oh, ces gens leur envoient un message. Et comme ils sont autistes, comme le disait Richard, ils sont autistes, ils ne comprennent pas. En fait, l'armée, et je le dis tout à l'heure, je vais insister dans cet aspect-là. Si vous me donnez un peu de temps. Peut-être vous allez revenir. Je vais revenir sur ça. Vous allez revenir. Mais je signale déjà. Pour que vous ne preniez pas plus de temps que le maire. Mais je signale déjà. Jean-Baptiste Atebengue, parce qu'on vous a suffisamment donné. Oui, là je vais juste signaler aux téléspectateurs. Je vais revenir sur l'élément de l'armée. Pour dire pourquoi je critique l'armée, le principe de ma critique. Et quels sont les éléments, deuxième point que je vais développer, quels sont les éléments de ma critique? Qu'est-ce que je leur reproche? Et troisièmement, le plus important, quelles sont les misères et le mérite de cette armée? Ok, d'accord.